Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview en plein procès de l'attentat au musée juif. On se pose une question, celle de la manière de faire face aux détenus radicalisés en prison. Une réponse pourrait venir de Césure. C'est un projet pilote européen dans lequel vont se lancer 3 prisons belges. Rachid Madran, on ne parle plus de déradicalisation avec ce projet-là? Moi, je n'ai jamais parlé de déradicalisation, je parle toujours de désengagement de la violence. Donc ici, qu'est-ce que... Ça a été très à la mode quand même, la déradicalisation. C'est vrai, mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'est un terme qui veut dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire radicalisation? Qu'est-ce que ça veut dire déradicalisation? Ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Un être humain, c'est pas un ordinateur qui a bugué, on appuie sur delete et puis on appuie sur reset et on a un homme nouveau. C'est pas vrai. Par contre, on peut aider un individu qui a recours à la violence extrême à se désengager de la violence. C'est ça le principe de Césure. C'est un programme qui vise en fait à une prise en charge des individus radicalisés, on va utiliser ce terme, sur base d'une approche psychologique. Et donc en fait, ce programme a été mis en place dans les prisons francophones pour le moment, uniquement à Marche, à Andenne et à Lantin. Et c'est un programme qui a été développé en France et il est aussi développé en Italie. Donc on essaye à l'échelle européenne de mettre en place des outils, des protocoles de prise en charge de désengagement sur base de la désistance. C'est quoi la désistance? C'est comment on fait pour qu'un individu qui est dans un processus de délinquance sorte de ce processus. Et donc ici, on est en train de mettre ce programme européen en place et ça nous permettra aussi d'évaluer les risques à l'intérieur des prisons, et je mets des guillemets, de contamination, d'influence. Quand des individus sont confrontés à des personnes qui sont radicalisées, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la contamination, que ce jeune ou que cette personne soit influençable? Et donc on met en place une série de protocoles d'évaluation et on travaille ça avec des détenus. Oui, alors je lisais qu'on va travailler avec une sorte d'introspection par des groupes ou individuellement pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont perdu et de ce qu'ils ont à gagner. Mais souvent on dit que ces jeunes qui sont radicalisés, en fait, ils n'avaient plus rien à perdre. C'est vrai, mais tout le travail... Au départ, ce programme Césure était appliqué à des délinquants sexuels dans les prisons françaises. Ils ont transposé ce dispositif, on l'a adapté à la réalité de la délinquance violente, extrémiste, liée à une conviction religieuse. Bon. Et donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'avec des équipes pluridisciplinaires, on travaille avec des individus ou des groupes, à la fois pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait, de qu'est-ce qu'on peut faire avec eux pour les transformer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour les désengager. Et ça semble donner des résultats en France. En tout cas, ce qui était nécessaire, c'était de travailler avec des détenus qui sont condamnés ou qui sont enfermés pour des raisons de radicalisation. Il n'y avait rien qui se faisait. On avait juste une aile qui était Deradex, où on isolait les détenus les plus durs. Ici, on travaille dans les prisons satellites, avec des détenus qui sont à l'intérieur, et c'est des détenus qui viennent d'une liste qui s'appelle Selex. C'est des personnes qui ont été soit condamnées pour des faits de terrorisme, ou des personnes qui figurent sur la liste. Quand on voit Mehdi Nemmouche au procès, qui est quand même assez arrogant, qui plaisante, comme si ce n'était pas très grave, finalement, ce qu'il avait fait... Il n'est pas concerné par ces yeux. Il ne pourrait pas rentrer dans ce projet-là. Absolument. Ni ceux qui sont dans des Deradex. C'est quel type de profil, alors? Je vous dis, c'est des personnes qui ont été soit condamnées pour des faits liés à ça. Ça peut être des gens qui ont été dans des réseaux, qui ont fait des choses, des personnes qui sont à l'intérieur, mais qui risquent d'être influencées. Et donc, on va faire des groupes d'une vingtaine de détenus. Et il y aura tout un travail à la fois individuel et collectif avec eux. Et je vous dis, c'est vraiment d'évaluer les risques et de comprendre comment ces personnes se sont engagées et comment on peut les amener à se désengager avec ce protocole qui est mis en œuvre aujourd'hui par des psychologues. Ça dure 9 mois, c'est suffisant? À peu près, oui, 9 mois. Mais écoutez, on va l'évaluer. On va l'évaluer dans 9 mois. Donc moi, je ne dis pas qu'on a trouvé une baguette magique et qu'on a trouvé la formule miracle de désengagement. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'harmoniser les pratiques à l'échelle européenne. Ce qui a fonctionné en France avec certains individus qui ont été étudiés peut fonctionner en Belgique, peut fonctionner en Italie. Donc on essaye d'harmoniser les pratiques et de mettre ensemble des protocoles de prise en charge de ces personnes pour les sortir. Et si ça fonctionne bien, on pourrait étendre ça? Absolument. Est-ce qu'on a du budget pour faire ça? Parce que là, c'est financé par l'Europe et l'Université de Liège, je pense. On aurait du budget pour généraliser ça? Bien entendu. Donc aujourd'hui, c'est la partie francophone qui lance le projet pilote. L'idée, c'est de pouvoir le généraliser à l'ensemble des prisons belges. On travaille évidemment avec les directions des établissements pénitentiaires. C'est eux qui sélectionnent la liste aussi des détenus. Et donc c'est ça, on a vocation, après évaluation, ça serait évalué dans un an par la KUL,
et évidemment l'Université de Liège. Et puis en fonction des résultats, on verra si on l'étend ou pas, mais à l'ensemble, alors cette fois des prisons. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien en prison avec les détenus. Aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs des détenus radicalisés ou des détenus de droit commun, malheureusement, l'état des prisons aujourd'hui fait que la prison, c'est quand même une parenthèse où pas grand-chose se passe. Il faut être conscient de ça. Ici, ça se passe à Andenne, Lantin et Marche-en-Famenne. Pourquoi pas de prison bruxelloise, alors qu'on a quand même eu les attentats à Bruxelles et que le public a été assez marqué? Écoutez, aujourd'hui, c'est avec l'Université de Liège et avec les établissements pénitentiaires qu'on a développé ce projet. À terme, évidemment, ça se fera aussi à Bruxelles. Mais c'est la direction des établissements pénitentiaires qui a choisi et les lieux et les détenus. Alors on passe à un autre dossier, c'est celui de l'adoption d'enfants. Dans le vif d'aujourd'hui, eh bien, il y a un grand titre, le ministre resserre la vis. En toile de fond, c'est l'affaire de l'adoption d'enfants congolais. Absolument. Qui avaient été en fait des enfants enlevés à leurs parents. Ça, c'est le point de départ. Est-ce que maintenant, les nouvelles exigences, c'est pour éviter que ça se reproduise? Évidemment, ça nous a tous choqués, hein, évidemment, ce qui s'est passé au Congo. Bon, l'instruction est toujours en cours, donc moi, je ne tire pas encore de conclusion. Mais en tout cas, comme ministre en charge de l'adoption, j'ai voulu prendre des mesures déjà d'emblée. Alors il y a dans le décret qui va être déposé, qui est passé au gouvernement déjà en deuxième lecture, il va repasser en troisième lecture, il revient du Conseil d'État. L'idée c'est quoi? Il y a 3 grandes mesures, je pense qu'il faut retenir. D'abord, il y a une harmonisation entre les adoptions internes et les adoptions internationales au niveau des capacités, de ce qu'on appelle l'aptitude des candidats adoptants. Première chose. Deuxième chose très importante, c'est qu'il y a un renforcement du contrôle des collaborations à l'étranger. C'est-à-dire les pays avec lesquels on travaille. Désormais, on ne pourra plus travailler qu'avec 2 types de pays. Des pays qui sont signataires de la Convention de La Haye, très important, et si ce ne sont pas des pays signataires de la Convention de La Haye, il faut qu'il y ait des conventions bilatérales avec ces États qui exigent et dans lesquels figurent les principes de la Convention de La Haye. Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a des pays pour l'instant avec lesquels on collabore et qui ne sont pas dans ces 2 cas de figure? Par exemple, ce qu'on a connu avec le Congo n'est pas signataire de la Convention de La Haye et on passait par un orphelinat privé pour adopter des enfants. Ça, ce sera désormais totalement impossible. Aujourd'hui, on a le Niger, le Nigeria et la Russie. La Russie a signé la Convention mais ne l'a pas ratifiée. Le Niger et le Nigeria sont sur le point de le faire. Mais si demain on a des États avec lesquels on veut travailler, il faudra des accords bilatéraux. Troisième grande mesure, qui est une garantie encore plus importante, c'est, et là je pense que même si la législation belge avant était déjà rigoureuse, aujourd'hui on renforce vraiment. C'est-à-dire que désormais, on va renforcer le contrôle de l'identité des enfants au moment de l'apparentement, au moment où l'enfant devient adoptable. On prévoit la possibilité pour ce qu'on appelle les organismes agréés d'adoption de vérifier l'identité des enfants, soit sur base par exemple de tests biométriques, de tests ADN, d'empreintes digitales. Bref, c'est donner la possibilité autre que ce qui existait avant. Comment ça se passait? Dès qu'on disait cet enfant est adoptable et on va le proposer à une famille, c'était sur base de photos. Ouais. Alors, est-ce que ces nouvelles mesures, une fois qu'elles sont d'application, ça va avoir un impact sur les dossiers qui sont déjà en cours? Parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps, un processus d'adoption. Ceux qui sont en cours et où il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il y a une nouvelle possibilité. S'il y a le moindre doute sur la procédure ou sur l'identité de l'enfant, désormais, les organismes agréés d'adoption peuvent y recourir. Et d'après les informations que j'ai, un test ADN, un test biométrique, ce n'est pas des sommes faramineuses pour 200 €. Qui va euros. payer ça? Écoutez, ce sera en tout cas les organismes d'adoption qui pourront le faire. Et s'il y a des demandes, on verra dans l'arrêté, je dois encore définir l'arrêté qui va mettre en œuvre ce décret, on verra les modalités, mais ça je verrai avec les organismes d'adoption comment on fait à ce moment-là. Oui, eux, ils sont déjà outillés, financés pour mettre en place toutes ces nouvelles mesures? En tout cas, financés, ils le sont, mais quand je vous dis qu'un test d'ADN, c'est 200 €, voilà, on ne parle pas non plus de sommes exceptionnelles. Alors, encore un autre dossier, c'est celui de la fin des indemnités de formation dans le sport amateur. Ça concerne beaucoup le football. Lorsque les parents voulaient changer leur enfant de club, eh bien, le club qu'ils quittaient leur demandait de payer des indemnités. Et ça, ce sera interdit dès la prochaine saison des transferts? Ce sera définitivement interdit pour le football, enfin pour le sport amateur, pour les enfants, parce que je ne veux pas que nos gosses deviennent de la marchandise dans un business du football où on voit que le football professionnel, notamment le football, mais pas que, a un petit peu contaminé le football amateur. La réalité, c'est quoi? C'est que moi, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de parents. On a eu des auditions au Parlement où des parents viennent nous expliquer qu'on leur réclame des indemnités de formation, parfois très élevées. C'est combien?
Ça peut aller. Moi, les chiffres en tout cas qui ont été évoqués, qu'on m'a communiqués, ça va de 500 € à 1800 €. J'ai une maman qui avait 2 enfants, on lui a réclamé 1900 € pour les enfants. C'est absolument inacceptable, d'autant plus que c'est interdit en Flandre. Alors je ne comprends pas pourquoi ce qui est interdit en Flandre serait autorisé du côté francophone. Donc j'ai décidé, mais pas que pour le football, pour l'ensemble des sports individuels et collectifs, que les indemnités de formation, c'est terminé. Ça c'est dès l'été prochain. J'espère le plus tôt possible pour la saison prochaine qui démarre à partir du 1er avril. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'on ne puisse plus recourir et faire payer les familles, les parents, ces indemnités de formation. Je pense que c'est un enjeu important pour le sport amateur. Alors, un des arguments contre cette suppression, c'était de dire on va voir les gros clubs venir piller les petits clubs. Donc, les petits clubs forment les enfants. Une fois qu'ils sont un petit peu prometteurs, hop, les grands clubs viennent faire leur marché. Et c'est marrant que ça a été dit en 2006, au moment où ils ont adopté le décret à la Communauté française, mais ce n'est pas le cas en Flandre. Il faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une spécificité du côté francophone qui fait que vraiment on doit avoir des législations totalement différentes. Je n'y crois pas, ça n'a pas été le cas en Flandre, d'autant plus que les instances internationales ont démontré que la mobilité des joueurs amateurs, donc des petits jeunes qui sont dans nos clubs, est moins grande du côté francophone que du côté néerlandophone. C'est donc la démonstration inverse aujourd'hui. Et désormais, on pourra partir aussi des clubs francophones aux néerlandophones, ce qui était compliqué. Ce qui était déjà compliqué. Ouais. Par le passé. Les élections du mois de mai approchent. Votre 3e place sur la liste régionale, c'est confirmé, ça ou pas encore? Ah non, pas du tout. Moi, je suis à la dispo. Pourtant, ça se lit dans la presse. Hein. Oui, mais bon, voilà. En tout cas, les instances n'ont pas encore décidé. Moi, j'irai là où le parti me demandera d'aller et à la place qu'il voudra bien m'accorder. Bon, alors, imaginons que le Parti socialiste reste au pouvoir. Votre rêve, c'est quoi? Je vous propose 3 possibilités de réponse. A, rester ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. B, revenir enfin dans le gouvernement bruxellois. Puis C, prendre la tête de la Fédération bruxelloise du PS. Écoutez, je ne répondrai pas. J'irai là où le parti pense que je suis le plus utile. Et votre cœur balance vers quoi? Je ne le dirai pas maintenant. J'attends encore un petit peu et je préfère, moi, me mettre à la disposition de mon parti et de mes militants. C'est eux qui décideront où j'irai. J'ai pris beaucoup de plaisir en tant que secrétaire d'État à la région bruxelloise. Je prends un immense plaisir à la communauté française. Je pense avoir fait un travail qui est, je pense, reconnu. Donc je pense ne pas avoir démérité. Et donc voilà, si mon parti estime que je suis en mesure de continuer, je continuerai là où il me le proposera. Voilà, donc vous leur donnerez vos préférences à eux, mais pas à nous, si j'ai bien compris. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Benoît Ellings et Bianca de Batz. Bon week-end à tous.